Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. L'histoire de notre pays est jalonnée par le conflit entre les catholiques et les libres penseurs, en particulier par le conflit entre les catholiques et les francs-maçons. Tel est le sujet de notre émission de ce jour. Alors pourquoi ce sujet? Eh bien parce que vient de paraître un livre du professeur Hervé Asquin intitulé « Les catholiques belges et la franc-maçonnerie », le sous-titre « De la rigidité Ratzinger à la transgression ». L'ouvrage est publié aux éditions Avant-Propos et j'ai bien sûr le plaisir de recevoir le professeur Hervé Asquin. Vous avez été recteur de l'université, vous avez été président du conseil, vous avez été ministre de la communauté, ministre-président de la communauté française, vous êtes aujourd'hui secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique et vous êtes historien. Donc on ne pouvait pas mieux faire pour écrire un livre d'histoire. Mon autre invité est l'abbé Éric de Beuquelard. Vous avez été le porte-parole des évêques de Belgique pendant de nombreuses années et vous êtes aujourd'hui le curé doyen de Liège-Centre. Et vous avez préfacé l'ouvrage d'Hervé Asquin. L'histoire des rapports entre catholiques et francs-maçons est une histoire relativement longue, puisque l'on peut dire qu'elle débute au moment où naît la franc-maçonnerie, c'est-à-dire, grosso modo, dans la première moitié du XVIIIe siècle. Alors, quelle est la situation des liens, des relations entre catholiques et francs-maçons au XVIIIe siècle, sachant que deux papes, Clément XII et Benoît XIV, dans les alentours des années 1750, ont condamné la franc-maçonnerie? Mais disons que dans la Belgique du XVIIIe siècle, qui n'existait pas encore, il y avait les Pays-Bas autrichiens, la principauté de Liège, le duché de Bouillon. Mais prenons l'exemple des Pays-Bas autrichiens. L'entente est bonne dans la mesure où tous ceux qui sont en maçonnerie sont catholiques et catholiques pratiquants. Alors, et ces catholiques ne suivent pas les interdits du pape, n'écoutent pas les interdits du pape. Je vais dire qu'à l'évidence, ils sont en infraction par rapport aux interdictions formulées par Rome, dans la mesure où il y a eu des condamnations, effectivement, mais n'ont pas été suivies des faits dans toute une série de régions de l'Europe catholique, dont la nôtre. Pourquoi Hervé Asquin? Mais parce que c'est la suite d'une rivalité entre le temporel et le spirituel qui remonte au XVe, XVIe siècle. Les rois qui sont tous catholiques, ou les princes de nos régions qui sont tous catholiques, ne souffrent pas ce qu'ils considèrent comme des empiétements du pouvoir spirituel et de Rome en particulier, ou de ses représentants. Ils estiment qu'il y a là des interférences par rapport à leurs compétences. Et donc, il y a eu une volonté, notamment, en ce qui concerne les bulles pontificales, de partir du principe que tous ces grands textes n'ont force et vigueur, je vais dire, n'ont valeur de loi qu'à la condition d'être enregistrés par les cours supérieures de justice. Ce que les cours ne font pas. Ce que les cours ne feront pas en ce qui concerne les bulles pontificales de condamnation de la maçonnerie. Pour notre pays, parce que pour l'Espagne et l'Italie, c'est différent. Mais ça ne se fera pas pour la France non plus. Bien sûr. Mais ça ne se fera pas dans l'Empire des Habsbourg. Vraisemblablement, alors que Marie-Thérèse insistait, notre impératrice, parce que François de Lorraine, son époux, était lui-même franc-maçon. Donc, voilà, il y a un fait, c'est qu'il y a des bulles de condamnation, mais elles sont superbement ignorées en toute bonne conscience, puisque, n'ayant pas été enregistrées, elles n'ont pas d'existence légale, et donc, par conséquent, on peut les ignorer. Oui, peut-être pour mettre les choses un peu en perspective par rapport à ce sujet-là. Avant la Révolution française, les souverains sont là par la grâce de Dieu. C'est l'époque qui veut ça. Et donc, pour beaucoup de catholiques, qui est le chef spirituel des catholiques? Le pape, évidemment, à sa manière, mais le souverain aussi. On le voit Bossuet par rapport à Louis XIV. Et pour prendre un autre exemple, les décrets du Concile de Trente, grand concile de l'Église catholique au XVIe siècle, il a fallu, pour certains d'entre eux, selon les royaumes, parfois des siècles, pour qu'ils soient entérinés. Donc ce n'est pas propre à ces décisions concernant la franc-maçonnerie. On considérait tout naturellement, c'était un peu le contrepoids de la religion d'État, que c'était le gouvernement temporel qui faisait le tri. Mais je voudrais ajouter une chose. Pour bien comprendre la situation notamment de ces souverains, c'est que souvent ces souverains catholiques pratiquants étaient aussi anticléricaux. C'est-à-dire qu'ils refusaient les interférences du clergé dans la vie politique, économique et sociale, au nom du respect de ce qu'ils estimaient être leur domaine réservé. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que des membres du clergé
Je pense au prince-évêque de Liège, Velbruck. Je pense à des moines francs-maçons dans une loge montoise qui s'appelle les Amis Thérésiens. Eux obéissent aux règles du prince et pas aux règles du pape. Oui, mais ça, je vais dire, ça s'est instauré comme cela dans la plupart des pays catholiques. Une bulle non enregistrée n'a pas d'existence. C'est le propre même de la situation dans tous les États catholiques d'Europe. Les gens du clergé peuvent ne pas la voir ou ne pas l'entendre. Ou bien ils peuvent ne pas la connaître. Parce ça. qu'à partir du moment où ce n'est pas enregistré, n'oublions pas que les tirages des journaux, les grands tirages, la télé, la radio, ça n'existe pas. Donc par conséquent, parfois, il faut attendre plusieurs années avant d'apprendre l'existence d'un texte romain, par exemple, de condamnation. Donc il y a une ambiguïté, mais une ambiguïté qui sert ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la maçonnerie du XVIIIe siècle. N'oublions pas que nous assistons déjà à une forme de catholicisme de plus en plus sécularisé, et que vous avez parmi les ecclésiastiques des ecclésiastiques qui sont sans doute croyants, qui sont sans doute déistes. On peut l'espérer. Mais qui, il faut tout de même le dire, ont pris déjà une certaine distance par rapport à Rome. Oui, il y a ça, mais et puis je pense sincèrement, aujourd'hui, et depuis la Révolution française et la sécularisation, et puis on a cette idée, il y a le monde politique et puis il y a les religions. À l'époque, de fait, Hervé Asquin le disait, tout le monde est catholique, donc on n'a pas l'impression de... Et je crois qu'il y a aussi quelque chose, c'est un peu comme aujourd'hui, on se dit, tiens, il y a tel traité international, est-ce que la Belgique l'a ratifié, oui ou non? C'était un peu cette idée-là, on savait peut-être qu'il y avait telle décision du chef spirituel suprême qui était le pape, mais elle n'avait pas été ratifiée pour tel royaume, et donc on appliquait la loi du royaume. Alors, j'ajouterai un détail piquant, c'est que dans l'Empire ottoman, la maçonnerie est interdite un peu après 1740, parce que le nonce apostolique à Istanbul se manifeste, on fait comprendre au sultan que la maçonnerie représente sans doute un danger, et il prend acte de ce qui vient de se passer dans un certain nombre de pays catholiques d'Europe. Il interdit la maçonnerie, n'est-ce pas, dans l'Empire ottoman. C'est sous l'influence de Rome. C'est bizarre à l'époque, mais c'est amusant, mais ça mérite d'être souligné. Alors, la décision romaine va être appliquée à partir de décembre 1837, puisque l'archevêque, monseigneur Engelbert Sterckx, fait lire dans une homélie dans les paroisses un texte qui alors remet les choses au point et qui indique que pour les fidèles catholiques, il n'est pas question d'appartenir à la maçonnerie et que ceux qui sont maçons doivent s'en dégager sous peine d'excommunication. Est-ce que c'est une déclaration de guerre, ça, Hervé Asquin ? Mais ça y ressemble très fort, n'est-ce pas, puisque la maçonnerie jusqu'en 1837 est encore très largement peuplée essentiellement de catholiques. Certains sont en tout cas de culture catholique, tous ne sont pas nécessairement pratiquants, mais les athées ou les agnostiques dans les loges maçonniques encore au début de l'indépendance belge sont très rares. Je voudrais signaler qu'un des personnages auxquels on pense immédiatement, Theodor Verhagen, l'un des fondateurs de l'Université libre de Bruxelles, qui apparaît comme le chantre de l'anticléricalisme. Oui, il est anticlérical, mais il n'est pas antireligieux. Il est croyant, il va à la messe, il a même fait construire une église à Boisfort. Il lui arrive d'aller à Rome et de demander audience au pape. Je veux bien qu'il y a sans doute une pointe de provocation, n'est-ce pas? Dans croyez-vous? Il n'est pas sincère. Non, je ne crois pas. Il n'est pas toujours, en tout cas. Voilà, ça c'est vrai. Je rappellerai que le premier grand maître du Grand Orient de Belgique, Grand Orient, qui est édifié, si je puis dire, en 1833, le baron de Stassard est un catholique pratiquant. Et quand il acceptera de devenir grand maître du Grand Orient de Belgique, dans un premier temps, les catholiques vont se dire, et le nonce apostolique après tout, la maçonnerie c'est pas bien, mais autant que ce soit l'un des nôtres qui soit grand maître. Mais quand on va voir que ce Grand Orient veut s'étendre, créer des loges à travers la Belgique, ce Grand Orient apparaît comme une puissance rivale de l'Église, et le baron de Stassard est invité fermement, notamment par un de ses amis, l'évêque de Liège, Van Bommel, à quitter la maçonnerie. Et finalement, après des allers-retours et des hésitations, de Stassard finira par prendre radicalement ses distances par rapport à la maçonnerie. Il sera d'ailleurs enterré très religieusement. Et lorsqu'il était grand maître, il n'allait pas beaucoup aux réunions importantes et il confiait les tâches les plus urgentes à Verhagen, qui lui
a une conception très particulière. Il répond en quelque sorte à Monseigneur Sterckx en radicalisant un petit peu les positions des loges à l'égard, non pas de la religion, mais à l'égard du cléricalisme. Est-ce que je fais une bonne interprétation de la situation? C'est ce qui se passe. Disons que Verhagen va commettre une faute qui va tout de même être un fardeau pour la maçonnerie au XIXe siècle, en ce sens qu'il va dire, mais puisque l'évêché intervient dans les élections en désignant un certain nombre de candidats catholiques, il n'y a pas de raison que les loges ne fassent pas la même chose. Et de même que l'Église est un peu le laboratoire de pensée du parti catholique, la maçonnerie devient un laboratoire d'idées pour le parti libéral, à une époque où nous vivons dans un type de scrutin majoritaire comme en France ou en Angleterre. Il n'y a que deux partis qui sont face à face, donc tantôt c'est l'un qui est aux commandes, tantôt c'est l'autre, mais donc vous allez assister à une politisation effrénée du monde de l'Église et du monde de la maçonnerie au XIXe siècle. Mais pour la maçonnerie, c'est une sorte de dévoiement, puisque les constitutions de la maçonnerie disent qu'il faut rassembler ceux qui étaient épars, et non pas faire des loges, des outils au service d'une politique, d'un parti, le Parti libéral, même si nous savons bien qu'il est composé de tendances, il y a des radicaux, des doctrinaires, etc. Et j'allais dire, lorsque le Parti socialiste verra le jour en 1885 et finira par être représenté au Parlement, enfin, sous le nom de Parti ouvrier belge à partir de 1894, j'allais dire, les tendances vont continuer. Donc les affrontements vont être radicaux. Et c'est à ce moment-là tout de même qu'un certain nombre de personnalités à l'intérieur de la maçonnerie, qu'elles soient libérales ou socialistes d'ailleurs, je pense à quelqu'un comme Charles Bull, je pense surtout à Goblet d'Alviela, qui fut recteur de l'Université de Bruxelles, qui introduit le cours d'histoire des religions comparées dans l'enseignement. Dont il est spécialiste. Dont il est le grand spécialiste, qui fut grand maître du Grand Orient de Belgique, qui fut député libéral, ministre d'État. Quelqu'un comme Goblet d'Alviela va réagir de plus en plus vigoureusement contre cette politisation et va essayer d'y mettre un terme, avec d'ailleurs un liégeois qui lui succédera bientôt, Charles Magnette. Ce sont là deux personnages clés dans l'histoire de la maçonnerie belge de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui vont faire en sorte que la maçonnerie revienne, j'allais dire, à ses pratiques originelles. Elle va rentrer dans le droit chemin, si j'ose dire. Oui, monsieur l'abbé. Je pense aussi que la situation en Belgique au XIXe siècle s'explique par le fait, si on la compare par exemple à un pays comme l'Allemagne, où vous avez quand même deux grandes églises. Vous avez l'église catholique et puis vous avez le bloc protestant enfin, avec luthérien ou calvinisme, enfin la réforme. Et donc, si quelqu'un n'est pas d'accord, catholique, il peut passer, et on voit comme ça des passages ou des prises de recul. En Belgique, en 1830, 98% de la population est baptisée catholique et beaucoup sont pratiquants. En 1968, on l'oublie parfois, en 1968, il y a encore 95% de baptisés catholiques dans ce pays. Et donc, je crois que cela explique aussi un peu, vu que la Belgique s'est créée sur cette espèce de pacte entre ce qui n'était pas encore un parti, mais la mouvance libérale, plutôt industrielle, plutôt anticléricale. Et puis alors l'Église catholique qui ne voulait peut-être pas aussi d'un royaume calviniste sous les princes d'Or, enfin sous les rois d'Orange, qu'à un moment donné, la Belgique se créant l'un face à l'autre, je crois que c'est humain. Je ne dis pas que c'est bien ni pour la franc-maçonnerie ni pour l'Église catholique, mais que les deux blocs se sont ainsi constitués. Le tout, c'est de fait de ne pas rester piégé dans ce genre de logique de bloc. D'ailleurs, quelqu'un comme Goblet d'Alviela a écrit des textes absolument remarquables, lui qui était un spécialiste de l'histoire des religions à la fin du XIXe siècle. Goblet d'Alviela est spiritualiste. Et il souhaite que la maçonnerie reste spiritualiste. Et il se demande si la solution en Belgique pour réconcilier n'est pas celle d'un protestantisme libéral spiritualiste, n'est-ce pas ? C'est œcuménique. C'est ça, en fait, la voie poursuivie par Goblet d'Alviela. Et il ne sera pas le seul, d'ailleurs, à vouloir suivre cette voie-là. Il y a des textes étonnants de sa part où il essaye d'entamer cette démarche et de se faire le propagandiste. Cet œcuménisme de Goblet d'Alviela, d'ailleurs, est célébré dans un monument funéraire célèbre qui est le sien. Le mausolée Le mausolée de Goblet d'Alviela est surprenant, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait.
Alors, au cours du 19e siècle, c'est vraiment l'affrontement entre catholiques et francs-maçons sur toutes les questions politiques, la question militaire, la question scolaire, évidemment, la fameuse question des cimetières. On pourrait dire que même jusqu'en 1940-45, jusqu'à cette époque-là, il y a un affrontement de deux blocs l'un contre l'autre. Est-ce que j'interprète bien la situation ? Mais je commence. Oui. Je dirais que, oui, il y a deux blocs. Il faut se souvenir, ça va surprendre aujourd'hui, que dans le discours de sciences politiques en Belgique jusqu'aux environs 1960, il y a la droite, qui est le Parti catholique, et il y a les gauches. Vous avez la gauche libérale, la gauche socialiste et la gauche communiste. Donc, les notions de droite-gauche, ça indique véritablement ce que les sociologues ont appelé une pilarisation de la vie politique en Belgique. Vous avez deux piliers, le pilier catholique et le pilier qu'on va appeler laïque à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Et ne confondons pas laïcité et maçonnerie, mais il est évident que la maçonnerie se situe du côté de la laïcité, même si elle compte en son sein de nombreux croyants. Oui, vous dites ne confondons pas laïcité et maçonnerie. Pourtant, aujourd'hui, pour le grand public, il y a une sorte de signe d'égalité entre le monde laïque et les loges maçonniques. Mais est-ce que je me trompe? Vous vous trompez. Excusez-moi. Non, là, il y a une erreur fondamentale et ça mérite d'être rectifié. Corrigez-la, oui. Et précisé. Vous avez de nombreux maçons qui ne participent pas au militantisme laïque. Vous avez de nombreux laïcs, très nombreux même, qui ne sont pas francs-maçons, ne fût-ce que parce qu'ils sont athées, militants, assez radicaux, et que pour eux, le fait qu'il y ait des symboles, des rites d'origine judéo-chrétienne en maçonnerie, tout cela fait qu'ils confondent la maçonnerie avec une sorte d'église, de contre-église. De contre-église. Et donc, les distances sont différentes. Je prendrai un exemple. Oui. La laïcité s'est illustrée dans son combat, par exemple, pour l'interruption volontaire de grossesse. Mais il eût été impensable, en raison de sa diversité, que le Grand Orient de Belgique ou les obédiences maçonniques prennent position en la matière. J'ai moi-même beaucoup conférencié en loge dans les années 1970 et 1980 sur ces questions-là. Je peux vous dire qu'il était impossible d'avoir une unanimité sur ces questions. Parce qu'en loge, vous avez toujours eu, en Belgique, à partir de la fin du 19e siècle, des athées, bien sûr, mais des agnostiques et des croyants. Et je dirais, c'est toujours comme ça. La Belgique s'est créée un peu sur cette opposition catholique, laïque ou libérale, catholique, on appelle ça comme on veut. Quand on analyse, évidemment, ça devient plus complexe. Même, c'est vrai qu'on pouvait dire que le Parti catholique était plutôt de droite, le Parti libéral de gauche. Mais je sais, dans ma propre famille, du côté de mon père qui était plutôt libéral, mais c'était des industriels. Donc c'était plutôt le libéralisme économique qui n'était pas nécessairement celui d'autres. Et à côté de ça, dans le Parti catholique, vous aviez l'abbé Dans ou d'autres, vous aviez quand même toute une gauche chrétienne plus proche des ouvriers, ou alors du côté aussi des agriculteurs. Donc tout ça est souvent nuancé. Et donc cette logique de bloc, elle a continué, ou en tout cas d'affrontement, mais avec toute sa multiplicité, là où je pense aussi qu'on peut, une fois de plus, nuancer, 2 guerres mondiales font que des jeunes gens d'éducation très différente se retrouvent soit dans le même régiment, soit même dans les mêmes tranchées, dans les mêmes camps de concentration ou de prisonniers, et qu'après chacune des guerres, on se rend bien compte qu'il y a quand même un brassage qui se refait et qu'on est appelé quand même à nuancer les positions et se dire qu'on appartient à la même cité et que donc l'autre n'est pas nécessairement tous les clichés que naturellement on veut en faire. Mais ce qui va contribuer à constituer les blocs en Belgique et ce qu'on appelait la pilarisation, c'est notamment la question de l'enseignement. Vous allez avoir d'un côté le Parti catholique, de l'autre côté les laïcs, la Ligue de l'enseignement, où évidemment libéraux et socialistes vont constituer un duo de choc, et la question de l'enseignement jusqu'à la signature du pacte scolaire va rester une marque de fabrique, j'ai dit, à la fois pour les laïcs et pour le Parti catholique. Vous disiez, Hervé Asquin, dans les loges, il n'y a pas que des athées militants ou des laïcs, il y a aussi des croyants. Est-ce qu'il y a des catholiques dans les loges d'aujourd'hui? Écoutez, il y a quelques catholiques, c'est évident, mais qui se sentent parfois mal à l'aise, puisque donc ils ne sont pas refusés par les membres des loges. Écoutez, ça dépend des loges. C'est pas très facile. Je crois qu'il faut dire clairement les choses. Ça dépend des loges.
il y a des loges où, à mes yeux, mais je m'exprime ici évidemment tout à fait à titre personnel, je trouve qu'on est peut-être un peu trop fermé à la croyance. Ils contraignent toujours derrière soi les oripeaux de ces batailles de la fin du 19e et de l'entre-deux-guerres. C'est une réalité sociologique. Mais je crois qu'il y a un phénomène d'ouverture beaucoup plus grand. Il y a toujours eu des protestants, il y a toujours eu des juifs, il y a eu des musulmans en loge. C'est vrai que les condamnations de l'Église catholique à l'égard de la maçonnerie ont pris un tel aspect radical à certains moments de l'histoire. Il y a eu ce combat politique et idéologique que nous évoquions tout à l'heure, que ça a laissé des traces. Et que donc, il y a une survivance dans les mémoires collectives. C'est la même chose du côté catholique. Hein. Oui, donc, ce que je dis aussi dans la préface, si l'histoire avait été différente, bon, c'est pas un scoop, je ne suis pas franc-maçon et je ne compte pas le devenir non plus, mais par contre, je suis très honoré. Ah, ça, c'est un scoop, ça. Non, mais par contre, je suis très honoré quand on m'invite en ce qu'on appelle en tenue blanche, c'est-à-dire parce que je suis un homme qui aime le débat. Et vous y allez et vous vous adressez donc aux francs-maçons. Oui, tout à fait. Et tout comme vous êtes bien reçu? Je suis toujours très très bien reçu. C'est parfois, mais ça ne me déplaît pas, c'est parfois ça dépend du sujet. Parfois c'est un peu polémique, mais c'est un peu le but du jeu. Ça permet moi je ne suis pas pour quelque chose de mou et je crois que la démocratie se base sur l'échange de convictions. Mais ce que je dis dans la préface, l'histoire aurait été différente. Peut-être que la franc-maçonnerie aurait été aujourd'hui ce que le scoutisme est pour la jeunesse, c'est-à-dire une association pour adultes et philosophiquement très neutre, où des catholiques et d'autres se sentiraient alors tout à fait. L'histoire a voulu, alors on peut jeter la pierre d'un côté et de l'autre, moi je ne suis pas là pour ça, mais qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des catholiques qui m'ont dit qu'ils étaient francs-maçons, et qui suis-je une fois de plus pour... Moi, je suis plutôt un loyaliste par rapport à ce que mon Église demande. Et puis, il y a d'autres choses, mais ça nous mènera un peu trop loin. Mais je veux dire, il faut être aussi franc. Un catholique disant, écoutez, moi, je suis quelqu'un de tout à fait pratiquant, j'aime beaucoup le pape Benoît XVI et je suis totalement d'accord avec tout ce que l'Église nous dit, nous demande. Puis-je entrer dans une loge maçonnique? Je ne dis pas qu'il serait refusé partout. Mais en Belgique, dans l'état actuel des choses, il y a quand même une majorité de loges, je crois, qui aura un peu... ne sont pas des machines de guerre. Les loges ne sont pas des machines de guerre. Non, mais je veux dire, l'état d'esprit a fait qu'aujourd'hui, même s'il y a quelques catholiques, ce n'est pas nécessairement le lieu où ils se sentiront le plus à l'aise, et réciproquement, non? Non, c'est vrai, je crois qu'il faut le dire, mais c'est clair que si un catholique se dit un adepte fervent de l'ancien cardinal Ratzinger devenu Benoît XVI, celui-là même qui, depuis les années 80, explique que le pire ennemi de l'Église, c'est la franc-maçonnerie à cause du libre examen, parce qu'elle remet en cause le magistère, etc., 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 on peut comprendre que l'on trouverait un peu suspecte l'attitude du catholique qui voudrait absolument entrer en maçonnerie. Je ne pense pas que l'actuel pape ait dit que le pire ennemi était la franc-maçonnerie. Son pire ennemi, et ça c'est une position intellectuelle, c'est le relativisme. Alors, oui, mais ça c'est la maçonnerie. C'est une bonne question. Parce que je crois déjà, cette question du relativisme se trouve dans les encycliques de Clément XII et de Benoît XIV. Ce qu'ils attaquent, c'est le relativisme religieux. Mais la franc-maçonnerie, la question, mais là, c'est pas moi qui suis profane, qui suis non-maçon, mais c'est quand même une question. Quand on voit les constitutions d'Anderson, et même au début de dire non, nous refusons les athées stupides ou les libertins irréligieux, sans religion, ne visant pas nécessairement une position religieuse, mais visant un peu... C'est très anglo-saxon. L'athée ou le libertin, c'est celui qui ne croit en rien. Le bien et le mal, c'est la même chose. Hitler ou la démocratie, c'est la même chose. Je crois que ça, la franc-maçonnerie le rejette. Et donc, elle n'est pas totalement relativiste. Moi, je voudrais évoquer, parce que c'est ma dernière question, on a très peu de temps, évoquer un mot que vous employez, une expression que vous employez, Hervé Asquin, sur la couverture de votre livre. Vous parlez de la rigidité Ratzinger. Donc, à l'époque, il était cardinal, il prend des décisions. Aujourd'hui, il est pape. Est-ce que vous pensez qu'il ne va pas, lui, évoluer? Je vous pose la question à tous les deux, mais vous avez fort peu de temps pour répondre. Écoutez, je ne vais pas me livrer à de la futurologie, mais j'ai la conviction, puis il est tout de même déjà relativement avancé en âge, je ne crois pas qu'il sera encore amené à changer, puisqu'au contraire... il ne repose pas la question au sein de sa curie. Non, le discours qui est le sien, tout de même tel que je peux le décoder dans toute une série de domaines, est un discours assez traditionnaliste, en ce qui concerne les positions de l'Église. Donc, et il n'y a pas de raison que, en ce qui concerne la maçonnerie proprement dite, son
son point de vue change. Et d'ailleurs, ceux et celles qui se réclament, je vais dire, de l'orthodoxie romaine dans notre clergé ou dans le monde catholique, que ce soit en Belgique ou ailleurs, adoptent ces positions-là et gardent à l'égard de la maçonnerie les mêmes réticences. Donc, pour ma part, je crois qu'il y a des oppositions, il y a un fossé à certains égards, il faut l'accepter, il faut vivre avec. Moi, je ne crois pas qu'il faut absolument se livrer à des acrobaties ou à des contorsions pour montrer que tout est compatible. Non, je crois qu'il y a un certain nombre d'incompatibilités, mais ça n'implique pas qu'on ne puisse pas dialoguer. Alors, on s'est lancé des noms d'oiseaux, il y a eu des textes haineux, parfois de part et d'autre, pendant quelques dizaines d'années. Je crois que ces temps-là sont révolus, et je crois davantage à la possibilité pour des hommes et des femmes de bonne volonté de dialoguer et de voir ce qu'ils peuvent mettre ensemble. Donc pas de frémissement du côté romain sur cette question. Je crois que pour l'instant, peut-être pas, mais le fait que Hervé Asquin me demande de signer la préface, que les évêques n'ont jamais ignoré, même à l'époque où j'étais porte-parole, que j'étais invité de temps en temps en loge, et certains évêques également, que ça ne fasse pas problème, donc on se parle et on débat. Je crois que déjà ça, c'est un pas en avant, d'autant plus, et ça je crois que c'est important, c'est que malgré toutes leurs différences ou les possibles oppositions, la franc-maçonnerie et l'Église catholique ont une chose en commun qui est importante pour la démocratie. Nous avons tous les deux une tradition de la raison et de la philosophie. Et je crois que dans un monde où, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, mais on a des nouveaux fondamentalismes, des gens qui croient sans utiliser leur raison, il est important de dire, écoutez, on peut avoir des différences de conviction, des différences de croyances, mais si on n'utilise pas notre raison pour parler à l'autre, on va vers des problèmes. Et je crois que de ce point de vue-là, par exemple dans des sujets comme le créationnisme et la maçonnerie et l'Église catholique, on n'est pas pour une lecture littéraliste des textes, pour une autonomie de la science. De ce point de vue-là, je crois que nous sommes des alliés objectifs. Peut-être que pour d'autres, les débats continueront, mais ça donne du piment. Eh bien, je vous remercie pour votre participation à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que le professeur Hervé Asquin est l'auteur d'un livre, Les catholiques belges et la franc-maçonnerie, sous-titre De la rigidité Ratzinger à la transgression, ouvrage publié aux éditions Avant-Propos. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention.